Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des Biotech. Dans notre point d'actualité, on se demandera avec l'analyste Frédéric Gomez pourquoi Novo Nordisk a tant baissé. L'entretien est lui consacré à Hervé Affagard, cofondateur et directeur général de MaaT Pharma. Le Journal des Biotech, c'est parti. Et je reçois pour le point d'actu Frédéric Gomez, analyste chez Pharmium Securities. Bonjour Frédéric. Bonjour Laurent. Bon, il y a plein de choses à dire parce qu'il s'en passe énormément. On va commencer quand même par ce qui se passe aux États-Unis. Avec quoi? Eh bien, la démission de Peter Marks. C'était, on va dire, pour le dire simplement, le monsieur vaccin à la FDA, l'autorité de santé américaine. Et il faut quand même lire les mots de sa lettre de démission. Je voulais le lire quand même. Hein. Ça a été adressé enfin, c'est le Wall Street Journal qui rapportait ça. Il est devenu clair que la vérité et transparence ne sont pas souhaitées par le ministre. Il fait référence au ministre Kennedy, hein, mais plutôt qu'il recherche une confirmation docile de sa désinformation et de ses mensonges. Alors là, on n'est pas dans la diplomatie. Nous, on va s'intéresser à l'effet sur les valeurs biotech et notamment celles qui sont peut-être plus spécialisées dans le vaccin aux États-Unis, alors que là aussi, élément de contexte important, tout ça se passe au moment où on a une épidémie de rougeole aux États-Unis et malheureusement, ça c'est pas drôle, des enfants qui meurent, un deuxième enfant qui est mort récemment au Texas. Alors, elle était prévisible quand même cette démission vu tout ce qui s'est passé sur l'administration Trump. Avant le départ de Peter Marks, il y avait quand même eu une autre personne emblématique de la FDA. Donc Peter Marks, c'est le patron de la division biologique. Ouais. Donc il y a les vaccins, notamment il était connu par rapport à son action dans le Covid. Mais avant lui, il y avait Patricia Cavazzoni, qui était la patronne de la division drogue, médicaments, qui avait aussi lâché sa démission. Donc c'était déjà un premier signal comme quoi il y avait des têtes importantes, des sommités au niveau de l'agence qui quittaient le navire. Pour le moment, il en reste seulement encore Richard Pazdur, qui est le patron de l'Onco. Ouais. Est-ce qu'il va rester encore longtemps? Ça, on n'en sait rien. Mais c'est vrai que ces départs de scientifiques respectés est vécu comme un séisme, parce que derrière, ça bouscule un peu quel va être le dogme et la philosophie de l'agence. L'an dernier, il y avait eu 50 AMM aux US, donc on s'est dit, si la philosophie change, que les règles se durcissent un peu, ou qu'il y a une moindre volonté de la FDA de favoriser l'émergence de l'innovation, il y aura peut-être une baisse du nombre d'AMM. Et puis c'est vrai que les vaccins sont un peu emblématiques suite aux déclarations du ministre, et c'est évident que ça a provoqué beaucoup de troubles et un séisme qui a particulièrement impacté quand même les valeurs vaccins, puisqu'on a vu Novavax qui a dégusté, Moderna qui n'avait pas besoin de ça pour être mal, qui a aussi pris, même BioNTech a un peu souffert. Donc ouais, ça jette un trouble sur la philosophie générale de l'agence. Sachant que là, on parle de départ de sommité, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même eu 3000 personnes qui ont été licenciées. Et que derrière tout ça, c'est aussi la capacité de l'agence. Des organisations, hein, tout ça. Voilà. Est-ce qu'ils ont suffisamment de ressources humaines pour répondre à sa mission? Donc, les marchés ont anticipé, on regarde un peu quelles étaient les sociétés qui étaient concernées par des demandes d'AMM à court terme. Mais il ne faut pas oublier qu'une biotech, quand elle développe un médicament, elle échange en continu avec l'agence. Dès le début, hein, avant de passer chez l'homme, on a des pré-IND meetings jusqu'à des pré-NDA meetings. Donc, il y a toutes ces interactions qui vont peut-être être impactées négativement s'il y a moins de ressources humaines. On peut aussi citer quid des inspections des sites de production lors de la demande d'AMM. Est-ce qu'il y aura moins d'inspecteurs? Est-ce que pour avoir une désignation médaille orpheline, il va falloir attendre un peu plus parce qu'il y a moins de personnel? Donc tout ça, et c'est légitime, jette un peu un froid sur les capacités de l'agence à bien répondre à sa mission. Alors les pharma, on peut penser que les pharma ne sont pas trop impactés parce qu'un délai de 3 ou 4 mois, la pharma elle peut l'absorber financièrement. Pas grand-chose, ouais. Pour une biotech qui a des moyens qui sont ce qu'ils sont, si vous retardez la mise sur le marché d'X mois ou vous perdez X mois dans vos démarches, c'est pas neutre. Donc ça pèse un peu sur le secteur. Voilà, la capacité de la FDA à bien fonctionner. Vous l'avez dit, Frédéric, les entreprises qui ont été impactées, il y a notamment les entreprises spécialisées du vaccin, dont Moderna. Et vous avez dit, elle n'avait pas besoin de ça. Effectivement, Moderna, moins 40% depuis le début de l'année. Qu'est-ce qui se passe pour faire le point complet sur ce dossier Moderna? Alors, Moderna, on a presque un cas d'école quant à un alignement de mauvaises nouvelles. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a eu des résultats financiers 2024 qui étaient pas terribles, mais bon, on pouvait prévoir quand même la baisse des revenus Covid. C'était plutôt logique. C'était plutôt logique. Maintenant, les prévisions de 2025 sur les revenus ne sont pas non plus folichons, parce qu'on est passé, on avait fait... Donc ils ont fait, si on regarde la performance opérationnelle de Moderna, on va te donner quelques chiffres clés, c'est 3 milliards de revenus, mais 3,6 milliards de pertes, et 4,5 milliards de dépenses R&D.
Donc l'un dans l'autre, le tableau n'est pas satisfaisant. Donc on a une performance opérationnelle qui n'est pas bonne, on a une guidance 2025 qui n'est pas vraiment exceptionnelle. Flou, hein, ouais, en plus. Alors elle n'est pas bonne dans le sens où on a une baisse des revenus, parce qu'on passe à 1,5, 2,5, donc une fourchette relativement large, mais on passe à des dépenses R&D encore de 4 milliards. Le reproche qui est fait à Moderna, c'est pas de couper suffisamment les coûts, parce qu'ils ne sont pas capables de se réadapter au final, de se redimensionner correctement par rapport à leur performance au niveau de la top line. Donc l'un dans l'autre, les gens attendaient plus de coupes au niveau des OPEX. Oui. Donc là, le problème, c'est qu'après une perte de 3,6 milliards, on peut s'attendre à ce qu'on ait encore une perte autour de 3 milliards. Et ça, les investisseurs n'ont pas aimé, parce qu'une perte de 3 milliards, même si vous avez 6 milliards sur le compte en banque, vous n'avez plus que 2 ans de cash. Ça peut disparaître très très vite. Ça fond comme neige au soleil. Oui. Donc les investisseurs attendaient plus au niveau du cost cutting. Moderna a déçu là-dessus. La guidance 2025, elle n'est pas exceptionnelle. Alors même si Moderna a dit qu'on espère des AMM qui ne sont pas inclus dans la guidance revenu, mais on va y revenir. De toute façon, les AMM, elles ont quasiment une contribution presque de 0, ce sera très neutre potentiellement sur l'année 2025. Donc on a une performance opérationnelle qui n'est pas bonne. On avait dans l'equity story un relais de croissance qu'on espérait, et moi le premier. Il y a quand même des catalyseurs, oui, c'est ça. Alors, je pensais que le vaccin dans la bronchiolite connaîtrait un meilleur sort, mais il faut l'avouer, c'est un échec, c'est un désastre total. D'accord. L'an dernier, il a quand même fait un chiffre d'affaires de 25 millions de dollars. Donc c'est super faible, c'est ridicule. Ouais. Donc on avait espéré, ce qui avait un peu... on trouvait l'approche, moi je trouvais l'approche de Moderna de se dire on fait des vaccins ARN messager sur l'approche respiratoire assez sensée au final, parce qu'on avait vu que dans le Covid ça marchait, et que les datas qui avaient été publiées dans la grippe et le RSV marchaient aussi, ils tenaient le choc. Donc on s'est dit c'est une approche assez sensée par rapport à BioNTech qui était revenu sur l'oncologie. Donc, mais là, c'est clair que les attentes dans le RSV ont été douchées sérieusement. Donc, on a du mal à voir des catalystes, parce qu'on parlait de la FDA, mais il y a 2 AMM qui doivent tomber très rapidement pour Moderna. Il y a le 31 mai, c'est son nouveau vaccin Covid. Alors certes, c'est très bien le nouveau vaccin Covid, mais ça ne va pas rajouter 1 milliard de chiffre d'affaires à ce qui est prévu. Et pour le moment, le vaccin dans le RSV, c'est sur les personnes qui ont plus de 60 ans. Et donc là, ils ont déposé une demande d'AMM pour un vaccin chez l'adulte, entre 18 et 59. Mais on a un peu de mal à croire que cette population-là va se faire vacciner contre le RSV. Donc même si le 12 juin, la réponse de la FDA est positive, qu'ils ont officiellement 2 nouvelles AMM, on ne pense pas que ça va faire vraiment bouger les lignes au niveau de la top line. Et tant qu'ils dépensent autant d'argent, le résultat sera négatif. Et ils auront du mal à reconvaincre les investisseurs de revenir sur le titre. Et la cerise sur le gâteau pour vraiment mettre le patient en réanimation, dans les chaussettes, oui. Lorsqu'ils ont annoncé les résultats financiers du Q4 et de l'année 2024, ils ont une phase 3 en cours avec un produit contre le norovirus. Le norovirus, il provoque des gastro-entérites. En fait, c'est un peu une intoxication alimentaire, notamment dans les fruits de mer. Et en fait, la phase 3 a été mise en pause par la FDA pour un problème, des faits indésirables survenus sur un patient. Donc ça, mauvaise nouvelle. Ils ont aussi annoncé une autre mauvaise nouvelle, qui est plus ou moins attendue, sur la combinaison de leur vaccin Covid-grippe, où la FDA leur a demandé des précisions. Donc au final, le dépôt va prendre plus de temps que ce qu'on espérait. Donc on a un pipeline passé qui n'a pas délivré avec le RSV. Oui. On a un pipeline présent qui n'est pas sexy. On se demande s'il va délivrer, il aura du retard. Donc quand on mélange tout ça, le résultat, c'est qu'on est en perte et en financière et le cours de bourse est en descente vertigineuse. Oui. On est moins sous les 25 $. Et le CAPI qui est sous les 10 milliards, ce qui est quand même absolument dingue de voir la CAPI de Moderna sous les 10 milliards quand on sait d'où elle vient encore il y a quelques trimestres. Bon, une équation qui... vous l'avez compris, va rester quand même compliqué dans les mois à venir. Tiens, un autre groupe qu'on attendait moins peut-être, dont l'équation est un petit peu plus compliquée, en tout cas en bourse. C'est pour ça qu'on avait envie d'en parler aujourd'hui. Novo Nordisk, moins 34% depuis le début de l'année. Et on se dit, mais comment on peut en arriver là alors qu'il n'y a pas si longtemps, sur ce plateau et ailleurs, on commentait les perspectives assez incroyables de tout. Les traitements antidiabétiques, anti-obésité, l'essor incroyable du GLP-1, peut-être même dans des indications auxquelles on ne pensait pas encore aujourd'hui. Pourquoi un tel retournement sur Novo Nordisk? Alors, comme on parle de Novo, je fais juste une petite digression. Je salue Lorraine Goumou de BFM. Ah ben voilà, là aussi, ça lui ferait plaisir. Donc, non, mais sur Novo, la chute, ce qui a entraîné la chute, bon, c'est les mauvaises nouvelles sur CagriSema.
où là, clairement, la phase 3 était en dessous des attentes. Et le gros souci qu'on a eu, c'est qu'on peut critiquer... Semaglutide plus cagrilintide, c'est le nouveau combo de Novo Nordisk pour s'attaquer à l'obésité. Exactement, c'est censé être le successeur de Wegovy. Alors, il y a des fois, on peut critiquer les investisseurs qui placent la barre haut. Là, le souci, c'est que c'était Novo qui avait... Ils sont mis tout seuls dedans, si je puis dire. Comment se tirer une balle dans le pied? Ils avaient qu'à être moins optimistes et pas trop communiquer sur leurs attentes. Là, c'est clair que le dossier a déçu les investisseurs. Maintenant, de là à entraîner une perte aussi importante et une réaction aussi importante, moi, personnellement, elle est exagérée. C'est-à-dire que quand vous regardez la performance opérationnelle de Novo Nordisk et les perspectives sur 2025 et même 2026... Encore de la croissance et de la croissance bénéficiaire. Hein. Alors, il y a de la croissance bénéficiaire, mais on peut dire là encore quelques chiffres. Pour vous donner un peu quand même la performance et la qualité de cette société. Ils font l'an dernier 39 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour un profit net de 13,5 milliards. Si vous faites le calcul, ça veut dire qu'on est à 34,8. Ouais. Vous faites le même calcul pour Sanofi, qui a à peu près le même chiffre d'affaires. On est à 41 milliards, mais on a un peu plus de 8 milliards de profit net. C'est-à-dire qu'on a un rendement qui est à 21,7. Vous faites la même chose pour Novartis, vous êtes à 23,7. On a quand même une société qui met 10 points à tous ses acteurs, quasiment tous ses concurrents. C'est quand même la société la plus profitable dans les big pharma. Si on regarde, alors j'ai fait le calcul, j'ai trouvé Vertex, qui est une société que j'adore, qui est une biotech américaine dans les maladies orphelines. En fait, c'est le leader mondial dans la mucoviscidose. En 2023, sur ce même calcul, il était à 36,6. Et c'est quand même une belle performance. Donc on a une société qui a une performance opérationnelle de 24 dingue, qui a des free cash flow dingues, qui a quand même, la croissance était supérieure à 20%, le BPA était à plus 21, plus 22 le BPA, le profit net plus 21, les revenus plus 25 ou 26 de mémoire. On a une guidance 2024 qui est encore belle. Un petit peu révisée à la baisse, mais qui reste quand même... Qui reste belle, on est entre 16 et 24, donc si on se place en milieu de fourchette, on va être autour de 20, 19-20. Si Novo Nordisk est capable de soutenir cette croissance supérieure à 15% sur les 3 prochains exercices, à l'heure actuelle, je pense que le PE de 18, pour moi, on est plus sur un PE entre 22 et 25 que le PE actuel. Frédéric, la question c'est aussi, est-ce qu'on s'est enflammé ou pas sur les GLP-1? Est-ce qu'il y a véritablement une inflexion du besoin, de la demande, ou est-ce que... Alors je pense pas qu'il y ait une inflexion de la demande. On s'est enflammé sur les data d'efficacité, parce qu'on a cru que ce serait incrémental et que toute nouvelle innovation fournira un gain sur la perte de poids. On l'a vu avec le résultat de Pfizer, qui n'était pas très bon, les résultats d'Amgen étaient mitigés, donc il y a un moment donné, il ne faudra pas rêver, on ne pourra pas, je ne pense pas que même en faisant des combinaisons de 2, 3, peut-être même 4 molécules, parce que là on est sur des combinaisons de 3 molécules maintenant en clinique, est-ce qu'on arrivera à casser certains seuils de 25, 30%, 32% de perte de poids? Et voilà, je pense qu'à un moment donné, on ne pourra pas perdre indéfiniment. Maintenant, une fois de plus, Novo, il y a une perf qui est dingue, il y a des perspectives sur 2025-2026 qui sont bonnes. Moi, je vais être curieux de voir le Q1, parce que j'ai le sentiment qu'en prévision des barrières douanières potentielles, je pense qu'il y a eu un effet stockage. Je pense que les grossistes ont stocké les médicaments en disant Trump n'a pas bougé, il va peut-être bouger en avril. Ne prenons pas de risque. Donc on stocke les médicaments pour éviter tout problème. Donc moi je m'attends à un Q1 qui va être bon. Maintenant sur le cas de Novo, sur le semaglutide, il ne faut pas oublier qu'en novembre dernier, je crois que c'était en novembre, ils ont sorti des data de phase 3 positifs dans la MASH, en disant qu'ils allaient soumettre la demande d'AMM. Nous venons de la NASH, c'est ça? Oui, exactement. Voilà. Donc ça veut dire que ça crée mécaniquement un relais de croissance pour Ozempic au-delà du diabète à horizon 2026-2027. Ils ont utilisé leur argent quand même pour faire quelques deals pour renforcer leur pipeline en diabète et obésité. Ils ont récemment signé avec Lexicon, ils ont signé avec United Laboratories sur une combinaison chinois, c'est ça. Exactement, sur une combinaison GLP-1, GIP et glucagon. Alors là, ils sont un peu en retard parce que Eli Lilly a déjà une molécule qui a fait une phase 2, mais ils ont pris les mesures correctives pour étoffer leur pipeline dans l'obésité, pour avoir les grandes catégories pour pouvoir répondre à l'offre en fonction des évolutions des concurrents, notamment Lilly, et comment les choses ont bougé. Donc on ne peut pas reprocher à un laboratoire de dépenser bien son argent en croissance externe, d'avoir une performance opérationnelle qui est absolument remarquable, de rendre l'argent aux actionnaires comme ils l'ont rendu via le dividende et le buyback. Et autant en 2024, ils ont quand même dépensé 11,7 milliards pour les usines de Catalent, donc le free cash flow était négatif. Mais cette année, sur 2025, ils envisagent un free cash flow entre 10 et 11 milliards d'euros. C'est pas mal. Bah, je trouve que c'est pas mal. Je trouve que ça justifie plus un PE entre 22,25 et un PE de 18. Et un cours de bourse qui devrait être largement au-delà, à mon sens, des 600 des CAC et non pas à 420 des CAC. Voilà.
couronne danoise, hein, pour ceux qui ne pratiquent pas le Frédéric Gomez couramment. Je ne vais pas vous demander la conversion en euros là comme ça. 7,46,5. Il est fort, voilà. Ça bouge pas, hein, c'est flat. Oui, effectivement. Donc voilà pour le dossier Novartis. Et puis on va terminer, Frédéric, par une biotech française, DBV Technologies. On reparle de DBV, on rappelle, hein, pour ceux qui auraient un petit peu perdu de vue cette société qui a été très suivie, un petit peu moins, avec les retards qui ont été pris sur ce patch de désensibilisation à l'allergie à l'arachide, c'est le Viaskin Peanut. Et la nouvelle, c'est qu'il y a eu un financement fin mars, financement quand même d'un peu moins, on est autour de 285 millions d'euros, c'est plutôt confortable par un ensemble de fonds d'investissement. On a de la trésorerie potentiellement jusqu'à juin 2026. Est-ce que c'est la chance enfin de voir arriver ce patch Viaskin Peanut sur le marché? Et puis finalement, peut-être la question, c'est est-ce qu'il y a encore un marché pour cette désensibilisation à l'arachide? Alors, leur financement était obligatoire, parce qu'on était quand même dans une situation critique. Tendu, oui. C'était très critique, puisqu'il y avait 30 millions d'euros fin décembre. Ils ont communiqué comme quoi il n'y avait plus que 16 millions, un peu plus de 16 millions fin février. Donc ils n'avaient pas le choix, il fallait financer la société. Alors le financement, pour eux, c'est 2 tranches. Hein. Ils ont levé 116. Oui. Et en fonction, il y a des bons de souscription qui seront exercés. À hauteur de 160, un peu moins de 170 millions d'euros. Exact, en fonction de la survenue d'événements, sachant que la première survenue d'événements, ce sera fin d'année, si les datas de la phase 3 vitesse sont positifs. Donc la société est au pied du mur. Il faut quand même noter qu'il y a une belle dilution. Hein. Si tous les bons de souscription sont exercés, quasiment 74%. Ça fera mal pour l'actionnaire individuel, notamment, qui est au capital. Voilà. Donc le financement est obligatoire, sinon la société était pliée. Et compte tenu de sa taille, de son poids historique dans l'histoire de la biotech ces 15 dernières années, et du niveau où elle était, parce que c'est vrai que plier une société quand on est à quelques mois d'avoir les résultats de phase 3, quand on est dedans, on attend au moins les résultats de phase 3. C'est sûr. Donc là, ils vont y aller. Ce qui est intéressant quand même sur ce financement, c'est qu'il est concomitant quasiment à une poursuite de la discussion avec la FDA, où ils ont levé quand même un problème qui était une étude, l'étude Comfort de sécurité. Donc ça, c'est plus nécessaire. Donc ça leur fait gagner du temps, puisqu'au final, ils pourront soumettre la demande d'AMM plus rapidement. Maintenant, c'est vrai qu'on va attendre avec beaucoup d'impatience les résultats de la fameuse étude vitesse, voir quelle va être l'efficacité. La société a envoyé des signaux un peu positifs en disant que sur la tranche d'âge qui est ciblée 4-7 ans, il y avait une majorité de patients qui avaient entre 4 et 5 ans. Donc qui sont peut-être ceux qui sont censés répondre le mieux à l'approche. Donc non, on va voir, je pense que la première étape, c'est les résultats cliniques, voir ce qu'il en est, voir si le dossier est bon et il permet l'enregistrement. Et après, sur le marché, moi, je reste encore assez dubitatif sur le marché. Hein, finalement. J'ai toujours été assez récalcitrant. Alors, j'étais pas convaincu sur le résultat clinique précédent. Alors, il y avait le problème de l'adhésion, le patch. Oui, c'est ça, l'adhésion du patch. Le problème, c'est qu'il faut se remettre dans le contexte. C'est quand vous demandez à un enfant de mettre un patch tous les jours, de changer le patch tous les jours, un enfant, ça bouge dans son lit. Super observance quand même. Voilà. Et puis, même si les parents sont derrière, là, il y avait un problème d'adhésion, donc le patch n'adhérait pas. Donc puis en cas d'allergie grave, finalement, est-ce qu'on fait confiance à une solution en se disant, bon, ça doit marcher, ou est-ce qu'on préfère prendre ses dispositions et puis vivre avec son allergie? C'est peut-être ça aussi, finalement, la question. Ouais, et puis moi, la question, je trouvais qu'à l'époque, le taux de répondeur était faible. C'est-à-dire que, imaginez-vous, la famille ou même l'enfant, vous mettez un patch tous les jours pendant 1 an, et pour avoir un taux de réponse de 30-35%. C'est-à-dire que si c'est un taux de réponse à ce niveau-là, il y a quand même plus de la moitié des enfants qui, au final, ne répondront pas de façon optimale au traitement. Donc, il y a la question d'efficacité. Est-ce que le dossier sera enregistrable, oui ou non? Et après, il y a la question du potentiel commercial. C'est ça. Et là, je reste encore un peu dubitatif sur le potentiel de l'approche. Bon, voilà pour le dossier DBV, le regard toujours bleu, toujours incisif de Frédéric Gomez sur les principales biotech. Merci beaucoup Frédéric. Merci Laurent. Tout de suite, dans le journal des biotech, c'est l'interview. Et je retrouve pour l'entretien à distance Hervé Affagard, cofondateur et directeur général de MaaT Pharma. Bonjour Hervé.
Bonjour Laurent. Alors, MaaT Pharma, biotech lyonnaise, fondée en 2014, cotée depuis novembre 2021, pionnière dans le développement de médicaments à base de microbiote dédiés aux patients atteints de cancer. Hervé, la dernière fois où nous nous sommes parlé, c'était notamment pour évoquer la fin du recrutement de l'essai de phase 3. ARES, c'était pour votre actif MaaT13 dans le traitement de la maladie aiguë du greffon. Contre l'autre, ça y est, on a eu les résultats en début d'année, des résultats positifs. Si on rentre dans le détail, justement, ça va être intéressant de se pencher. Qu'est-ce que nous démontrent ces résultats, Hervé ? Eh bien, effectivement, ça y est, les résultats sont tombés. C'était le 8 janvier. Oui. On a communiqué les résultats dits top line, donc le résultat du critère principal. Ce qu'on a montré dans ce résultat de critère principal, c'est qu'on avait une amélioration de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Alors, c'est un petit peu technique, mais le endpoint qu'on a atteint, c'est 62%. Oui. Mais au-delà de ça, on a vu une survie très nettement améliorée, puisqu'on parle ici de 54% de survie à 1 an, là où les données historiques pour ces patients, qui sont des patients très sévères, je le rappelle, montrent une survie à 15%. Donc, on est au-delà d'un triplement de la survie à 1 an. Et pour nous, c'était au-delà de nos espérances, puisqu'en fait, on avait beaucoup de data qui avaient été accumulées, y compris sur des centaines de patients en compassionnel, et on est légèrement au-dessus, très proche, mais au-dessus de ce qu'on avait constaté jusqu'à présent. Donc, on est très content parce que les optimisations qu'on a fait dans le protocole de phase 3 ont été payantes. Et très content aussi, puisque maintenant, ces données deviennent un point d'ancrage essentiel dans la stratégie de l'entreprise. Et ça nous permet d'avancer avec beaucoup plus de sérénité, en tout cas sur le plan opérationnel. Bon, avancer avec beaucoup plus de sérénité sur le plan opérationnel. On se doute que la prochaine étape logique, c'est la soumission du dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché pour MaaT13 en Europe. Forcément, quand on s'intéresse à MaaT, quand on est aussi investisseur, on a envie de savoir comment ça va se passer concrètement et sous quel délai, si tout se passe bien, votre actif pourrait arriver sur le marché européen. Bien, effectivement. Comme je le dis, c'est un point d'ancrage stratégique, ces résultats de phase 3 qui sont essentiels. Le prochain étage de la fusée, c'est le réglementaire. Donc, nous, notre stratégie, c'est de déposer un dossier d'autorisation de mise sur le marché d'abord en Europe. Je reviendrai juste après sur la partie américaine. Oui. Et bien, ça y est, on est là aussi en train de commencer le processus d'enregistrement en Europe. Donc, on a déjà fait un certain nombre d'étapes, 2 étapes, par exemple, intéressantes qui permettent de matérialiser la chose. On a eu ce qu'on appelle la lettre d'éligibilité, ce qui veut dire que notre candidat médicament est éligible à une procédure centralisée. Donc, le jour où on sera autorisé en 2026, ça sera dans les 27 pays en même temps. Donc ça, c'est un premier point qui est extrêmement positif. Particulier à l'Europe aussi, il y a la nécessité de valider un plan de développement pédiatrique. Donc c'est quelque chose qu'on a aussi validé au premier trimestre. Donc tous les feux sont ouverts et là maintenant, on est en route pour déposer un dossier d'AMM en Europe au mois de juin. La procédure va durer environ 1 an et à l'été 2026, on pourrait avoir la recommandation au niveau européen d'approuver notre médicament et ensuite de pouvoir commencer la commercialisation. Donc ça, c'est sur le plan, je dirais, européen. Ouais. Comme je le disais en introduction, les résultats ça m'intéresse de savoir ce qui va se passer aux États-Unis parce qu'on le sait, c'est là aussi que se trouve le marché. Il y a une phase 3 positive dans votre poche. Il y a de quoi convaincre, j'imagine, un partenaire de vous accompagner. Comment, là aussi, ça pourrait se passer? Est-ce qu'il y a des discussions en cours? Comment vous concevez un petit peu ce développement aux États-Unis? Alors, en fait, aux États-Unis et en Europe, je reviens simplement sur la stratégie commerciale parce qu'elle est différente entre les 2 zones. Ouais. Pour la zone européenne, notre objectif, c'est plutôt de faire un partenariat, donc avec une pharma européenne. D'accord. Donc, il y a plusieurs discussions en cours sur ce plan-là. C'est important pour nous parce qu'il y a quand même pas mal de complexité en Europe et on pense que c'est un tout petit peu moins notre boulot que de développer beaucoup de compétences en market access, etc. Ouais. Donc là, on va plutôt viser et privilégier un partenariat. D'accord. Alors qu'aux États-Unis, on va avoir une stratégie différente puisqu'on est sur un marché qui est beaucoup plus simple en termes de market access et les prix aux États-Unis sont beaucoup, beaucoup plus élevés. Oui. Et donc, on a un potentiel de marge qui est également beaucoup plus élevé. Et donc là, l'objectif, c'est plutôt de garder la marge chez nous et ne pas la laisser chez le partenaire. Et donc, aux États-Unis, on pourrait commercialiser par nous-mêmes. Et aux États-Unis, il va falloir aussi clarifier le plan réglementaire avant de parler de commercialisation. Aujourd'hui, ce qu'on sait aux États-Unis, c'est qu'on a ce qu'on appelle un IND ouvert, donc on pourrait lancer la phase 3 là, maintenant, tout de suite, si on le voulait. Néanmoins,
du fait des résultats vraiment sans précédent que l'on a communiqué en début d'année, nous allons discuter avec la FDA de la possibilité d'un plan accéléré qui pourrait permettre d'enregistrer aux États-Unis à peu près en même temps que l'Europe. Donc ça, c'est des discussions qui sont en cours et qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines et qui définiront notre vitesse d'accès au marché américain. Que je comprenne bien, Hervé, ça voudrait dire que si vous avez ces discussions accélérées, ce ne serait pas forcément obligatoire de refaire une phase 3 aux États-Unis, c'est ça? Je comprends bien ou pas forcément? C'est une des hypothèses. Ouais. Aujourd'hui, on part d'un plan où la FDA nous a demandé de faire un essai clinique aux États-Unis, oui. Ça c'est clair. Oui. Mais on va quand même tenter de retourner voir la FDA pour demander cette procédure autorisée qui s'appuierait essentiellement sur les données européennes. Bon, puisque je rappelle qu'on traite quelques patients aussi en compassionnel aux États-Unis, mais en termes d'essais cliniques, on s'appuierait sur les données générées en Europe. Quelle que soit la réponse de la FDA, on aura des nouvelles, ou en tout cas on en saura un petit peu plus dans le courant de cette année 2025? Oui, absolument. Bon. Ça sera avec une échéance à peu près cet été. Bon, effectivement, donc des news bientôt sur ce sujet attendu par les investisseurs. On va parler forcément aussi un petit peu de trésorerie, visibilité financière jusqu'en octobre, après l'augmentation de capital réalisée en mars dernier. Comment vous voyez un petit peu comment tout ça peut se passer? Est-ce que potentiellement une nouvelle levée de fonds pour aborder sereinement tout ce processus, ou vous l'avez dit, peut-être privilégier les discussions, le partenariat en Europe qui vous permettrait finalement, peut-être avec le versement, qui sait d'un upfront, de continuer, en tout cas de redonner de la visibilité financière supplémentaire à MaaT Pharma? Oui, alors il y a plusieurs options. Aujourd'hui, le contexte aspire à une très très grande prudence. Oui. Néanmoins, je vais essayer de dessiner un peu les contours de comment on voit les choses. Déjà, il y a 15 jours, on a décidé avec le conseil d'administration de faire un refinancement pour justement nous mettre en situation de pouvoir absorber le contexte, parce qu'au-delà de nos résultats, il y a aussi le contexte. Et donc, on a fait un refinancement de 13 millions qui va nous permettre de réaliser un certain nombre de jalons qui sont très importants, la clarté réglementaire, potentiellement dégager un partenariat et discuter avec plusieurs investisseurs qui sont intéressés par la société, mais qui ont besoin justement d'avoir cette clarté, notamment sur le plan réglementaire, avant de pouvoir entrer dans la société. Donc en fait, on a décidé que le conseil d'administration de faire ce tour, c'était un tour réservé qui a été souscrit que par les historiques. Et donc ça va nous donner cette visibilité jusqu'en octobre et ça va nous laisser le temps d'adresser les quelques points que j'ai évoqués précédemment. On pense que le cumul de partenariats, de levée en equity, éventuellement de dette aussi, va nous permettre de prolonger le runway de manière très significative et jusqu'à l'obtention de l'AMM. Bon, voilà, très clair pour ce développement. On parle beaucoup de MaaT13, c'est normal, actif le plus avancé, mais on a également eu aussi récemment des communications autour de MaaT33 pour les patients recevant une allo-GCSH. Bon, en gros, c'est la prévention de complications de la greffe des cellules souches hématopoïétiques allogéniques. C'est un peu technique, mais on va le dire complètement. L'occasion, peut-être justement, sur cet actif, de rappeler les développements en cours et à venir. Oui, bien sûr. Donc, en fait, les patients qui font un rejet de greffe de cellules souches, ce sont des patients très, très graves, dont la moitié vont mourir pour notre population à 1 mois. Ce sont des patients hospitalisés. Pour cela, on a développé une première forme qui s'appelle MaaT13. Le deuxième produit MaaT33 dont on parle va permettre d'adresser le marché de l'ambulatoire. Donc, ce sont toujours des patients qui ont une greffe de cellules souches, mais cette fois-ci, on va les traiter dès la greffe de cellules souches, donc quand ils sont à l'hôpital, mais aussi à la maison. C'est un traitement qui dure 3 mois. Et là, on est sur une autre présentation qui est une forme orale avec une capsule gastro-résistante, voilà, un truc assez classique. Et cet essai est important pour ouvrir le marché. Et le DSMB, donc le comité de sécurité, a regardé la mortalité, puisque c'est un essai randomisé dans lequel les patients reçoivent soit le produit actif, soit son placebo. Et bien, le DSMB a été extrêmement positif, puisqu'il n'y a pas eu de déséquilibre entre les deux bras sur des excès de mortalité ou des choses comme ça. Donc, ça veut dire que le produit est safe, et donc on va pouvoir continuer.
on a annoncé c'est un essai assez large. Il y a 387 patients à recruter. C'est l'essai le plus large au monde en oncologie et en microbiote à ce jour. Et on avait annoncé en décembre qu'on avait déjà traité 80 patients. Donc, ça continue. On recrute très bien. Et c'est un essai qui pourrait se terminer en termes de recrutement un peu avant mi-2026 également. Donc, c'est une grosse étape également qui nous attend, avec une ouverture de marché beaucoup plus large. Donc mi-2026 pour des résultats qui seraient quand sur cet essai ? Mi-2027, un an plus tard. D'accord, mi-2027, un an plus tard. On a peut-être le temps, de parler aussi peut-être des actifs qui sont un peu moins avancés, un peu plus en stade préclinique chez MAT. Est-ce qu'il y a aussi des choses qui bougent sur ce côté-là ? Oui, là on est plutôt du côté des tumeurs solides. Oui. Et notamment à la fin du mois, on présentera des nouvelles données précliniques pour le coup sur un produit qui s'appelle MAT34. Donc on a parlé de MAT13, on a parlé de MAT33. Le prochain c'est MAT34. Et on va communiquer des résultats extrêmement encourageants sur la possibilité d'optimiser l'efficacité des immunothérapies en tumeurs solides avec l'objectif de réduire encore plus la tumeur. C'est ça qu'on va montrer sur des modèles animaux à la fin du mois. Et donc, moyennant financement, puisque ce sont là on parle de cancer type mélanome, poumon, rein, on est sur des choses extrêmement larges, donc ça prend des financements. Moyennant financement, on a aussi un candidat médicament qui est extrêmement prometteur, puisque si on arrive à améliorer l'efficacité des immunothérapies, eh bien là, pour le coup, on rentre dans le domaine des blockbusters, et évidemment, ça représente une opportunité fantastique. Allez, en un mot rapide de conclusion, là, vos 2 priorités dans les mois qui viennent, c'est quoi ? Dans le contexte, c'est sécuriser la situation financière de l'entreprise, bien évidemment. La priorité des priorités, ça va être de réussir notre autorisation de mise sur le marché en Europe. Ça, c'est obsessionnel, puisque si on réussit, et quand on aura réussi, on sera la première autorisation de mise sur le marché d'un produit microbiote en oncologie. Donc pour nous, et pour toute l'équipe, c'est une vraie fierté et un objectif très fort. Et puis l'extension aux États-Unis, on a envie aussi de capitaliser sur cette première réussite européenne qui était audacieuse au début et qui est en train de se réaliser. On veut faire la même chose aux États-Unis pour aller chercher des marchés plus gros et aussi des capacités d'investissement plus importantes. Et ben voilà, le point complet sur la situation et les ambitions de MaaT Pharma, c'était avec Hervé Affagard, son cofondateur et directeur général. Merci beaucoup Hervé. Merci Laurent, au revoir. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro.